Partout dans le monde, les villes s'agrandissent. C'est un mouvement irréversible. Un nouvel avenir se dessine, passionnant, parfois inquiétant. En tout cas, nous sommes tous concernés. Comment allons-nous nous loger, nous déplacer, vivre ensemble dans ces villes de demain? Ce soir, nous partons autour du monde à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui explorent déjà des solutions nouvelles. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernard. Where are you coming from? India? India. Parfois, le mètre carré est si cher qu'il faut faire preuve d'imagination pour aménager des logements minuscules. And the television will be here? Yeah. The television here. Ah, okay, it's here. Ah, ça, c'est typiquement japonais, ça. Tout marche comme ça, avec des cloisons qui coulissent. Les grandes villes sont confrontées à des problèmes d'insécurité. Entre quartiers riches et pauvres, les tensions sont de plus en plus fortes. São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, não pode conviver com essas coisas de uma maneira tranquila. Aucune ville au monde n'échappe aux embouteillages. Devrons-nous demain nous déplacer dans les airs, prendre un hélicoptère comme on prend un bus ou un taxi? Certaines villes ont poussé en plein désert, des oasis de gratte-ciel, des îles artificielles, autant de défis à la nature pour un nouvel art de vivre. Vous en profitez vraiment? Vous vivez sur l'eau un peu? Ah oui, ici, on s'y baigne, on va visiter des amis en kayak. C'est un paradis pour architectes ici, en fait. C'est un paradis pour la création. Une chose est sûre, dans un monde qui bouge, nous allons devoir inventer de nouveaux modes de vie. Bonsoir et bienvenue dans cette émission au cours de laquelle vous allez beaucoup voyager, rêver, comprendre comment nous allons vivre dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici 15-20 ans, eh bien, nous serons 8 milliards d'habitants, c'est-à-dire 2 milliards de plus qu'aujourd'hui. Pour la première fois depuis le début de l'histoire de l'humanité, eh bien, la population des villes a dépassé celle des campagnes. Et ce phénomène va aller en s'amplifiant. Les mégalopoles partout dans le monde explosent. Alors nous allons comprendre quels sont les défis, les enjeux d'aujourd'hui et de demain à travers 3 exemples précis. 3 grandes villes presque mythiques. Tokyo, au Japon. C'est une ville qui, faute d'espace, croît vers le haut. Problème de densité de population. Sao Paulo, au Brésil, mégalopole gigantesque, une ville en damier. Des quartiers riches et des quartiers pauvres. Comment ces populations, aux différents niveaux de vie, vont-elles continuer de cohabiter ensemble? Et puis Dubaï, la ville du futur, presque un mirage dans le golfe Persique, la ville qui explore toutes les prouesses technologiques au niveau architectural. Derrière moi, la plus haute tour du monde, la Burj Dubaï, elle fait plus de 800 mètres de haut. Nous allons d'abord vous raconter comment on vit dans une ville moderne qui bat des records de population. Direction Tokyo, la plus grande ville du monde. Tokyo, c'est 37 millions d'habitants, plus de la moitié de la population française. Malgré la pression démographique, la ville ne peut plus s'étendre. Moralité, dans certains quartiers, on compte jusqu'à 50 000 habitants au kilomètre carré, 3 fois plus qu'à Paris. Tokyo est donc devenue la ville où chaque centimètre carré compte. À pied, en voiture, en train, le trafic est incessant. Mais c'est un flux organisé, comme canalisé par une main invisible. Les transports dans la capitale japonaise, c'est comme en France le problème numéro 1. Le métro de Tokyo est aujourd'hui le plus fréquenté au monde. L'an dernier, il a accueilli plus de 3 milliards de passagers. Ici, pas de grève, peu de défaillances techniques. Le métro de Tokyo est donc ponctuel. Il est aussi propre et silencieux. Le balai en sous-sol reste étonnamment feutré et discipliné. La sieste est donc possible. Alors je constate que je ne départ pas avec pas de tenue. On m'avait dit que c'est le costume noir et la chemise blanche, c'est la tenue, l'uniforme du salaryman à Tokyo.
Et il faut savoir qu'il passe près de 3 heures par jour dans le métro. Cet homme est en train de dormir. C'est souvent le cas dans le métro à Tokyo. Et d'ailleurs, on a interdiction formelle d'utiliser le téléphone portable pour parler des autres. Je parle tout doucement. Aux heures de grandes affluences, il y a des agents pour régler le trafic. Mais ici, c'est surtout le règne de l'autodiscipline. Là, je suis en train de commettre un acte de désobéissance parce que normalement, si je n'avance pas, je devrais être sur la gauche, juste derrière madame. Plus des 3/4 des habitants de Tokyo se déplacent exclusivement en train ou en métro. C'est beaucoup plus qu'à Paris. Du coup, le réseau routier est rarement encombré. Il faut dire que les Japonais n'ont pas lésiné sur les échangeurs, les viaducs, les ponts suspendus. L'autoroute passe au milieu de la ville, parfois à flanc d'immeubles. Lorsqu'un Japonais sort très tard du bureau, pour éviter 2 à 3 heures de transport supplémentaires, vous allez voir qu'il a une solution simple et pas chère, qui dit bien son nom, l'hôtel capsule. Alors là, je rentre dans un endroit tout à fait étonnant à Tokyo, vous allez voir. Ce n'est pas un club de gym, ce n'est pas un centre de massage, c'est un hôtel. Comme Tokyo, on a le secret. Il y en a plus d'une centaine de ce genre à Tokyo. Konnichiwa. Arigato. Voilà, ça c'est mon nécessaire pour la nuit et je vais me changer. C'est obligatoire. Interdit de me suivre. Hein. Voilà, malgré la rigueur de ma drôle de tenue, je vous confirme que je suis ni dans une prison, ni dans un hôpital psychiatrique, que je poursuis l'exploration de cet hôtel très particulier. À ma droite, le restaurant. Ce sont des tables individuelles, toutes tournées devant la télévision. Et puis, je vais pouvoir maintenant choisir une fille. Il y en a une vingtaine qui s'offrent à moi. Et je vais choisir la première. Han. Hi. Cet hôtel est le plus grand de Tokyo. Il reçoit 18 000 clients par mois. Voilà, Kan est en train de me masser les pieds. Ça fait partie des extras proposés par cet hôtel à petit prix. La chambre ici, pour y passer la nuit, ça coûte entre 15 et 30 euros. Il y a une centaine d'hôtels de ce genre aujourd'hui à Tokyo. On les appelle les hôtels capsules et vous allez comprendre pourquoi. Bon, je vais vous faire visiter mon petit nid, ou plutôt ma capsule. Alors, ça fait 80 cm de large, 1,90 m de long à peu près. J'en fais 1,80 m, heureusement, mais à mon avis, les basketteurs ont peut-être des problèmes. Les pieds doivent dépasser. Nous sommes au Japon, alors évidemment, il y a une télé, il y a 18 chaînes. Ce soir, il y a Sumo sur la 6. Il y a également un réveil, une radio, 2 aérations. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'air ici. Hein. Il y a aussi un spot, évidemment, pour lire éventuellement. Il y a une glace, une mention interdiction de fumer et évidemment au-dessus une évacuation si ça brûle. Il vaut mieux partir très vite d'ici parce que tout ça c'est du plastique ou de la fibre de verre. Et puis là il y a une affichette en japonais à laquelle je ne comprends rien. Mon voisin est en train de ronfler, je l'entends, mais bon, je vais essayer de dormir quand même. Bonne nuit. À Tokyo, toutes les habitations, studios, appartements, maisons sont à l'image de ces chambres capsules. Vous allez voir qu'ici, vivre à l'étroit sur un minimum de mètres carrés, c'est une nécessité, presque un art de vivre. À Tokyo, plus de la moitié des terrains à bâtir font moins de 100 mètres carrés. Si bien que les petites surfaces sont devenues tendance, notamment dans ce quartier résidentiel. Regardez cette maison, c'est une maison de poupée en quelque sorte à cause de ses dimensions tout à fait extraordinaires. Et on dirait même que cette voiture a été taillée pour la maison. Alors un peu plus loin dans cette rue, il y a Monsieur Suzuki. Il est promoteur immobilier. Il a construit une maison sur 14 mètres de long et 1,80 m de large. On l'appelle ici la maison taupe ou la maison tunnel. Cela fait 2 jours que Monsieur Suzuki a emménagé. Et nous sommes ses premiers invités. Monsieur Suzuki? Oui. Comment allez-vous? Bien, Pleased to meet you. enchanté.
Alors, vous êtes une vraie vedette hein, dans le monde entier, parce que, et notamment à Tokyo, parce que vous avez construit une des plus petites maisons de la ville. On m'a dit qu'elle faisait 1,80 m de large. Bon, j'ai amené un mètre, hein, parce que j'avais du mal à y croire, cette maison. Je peux la mesurer? Permettez? D'accord, 1,80 m, hein, vous allez m'aider. 1,80 m sans compter évidemment l'épaisseur des murs. 1,70 m elle fait de largeur. Look. 2 meters. Elle fait 1,70 m sa maison de large. À mon avis, il s'est fait avoir. Je crois qu'il est promoteur, donc il doit forcément le savoir. Bon, on peut visiter? On y va? Vous me montrez votre maison? Oui, entrez, je vous en prie. Oh, thank you. Thank you. C'est donc votre nouvelle maison. Oui. Ah, ok. And this is the Et ceci, c'est l'entrée? Oui, c'est ça, c'est l'entrée. Jusqu'ici. And this Et is ça, c'est your votre bureau. Oui. Yes? And this Et is là, the c'est la kitchen. cuisine. Oui, c'est ça. Ah, I see. This is Ces the escaliers conduisent à votre chambre? Oui, ce sont les escaliers. Let's go. On y va? Let's go. Où sommes-nous maintenant? Là, nous sommes dans le salon et là-bas, vous avez ma chambre. Le salon. Ah, le salon est là. Oui, Just this. C'est juste cet endroit. oui, là-bas, c'est ma chambre. You are going C'est to donc sit with ici your, que vous allez vous asseoir avec vos amis pour boire le café? Take a coffee, to have a coffee. Voilà. Oui. Et la télévision, elle sera là? Oui, la télévision sera ici. Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Ah, ok. Can we visit, Et là, c'est la chambre. Elle est très jolie. Vous avez dormi ici déjà? Oui, la nuit dernière, j'ai dormi ici. Yes? La nuit dernière? Oui, oui, la nuit dernière. Bon, on continue la visite? Oui, ça continue par là. Qu'est-ce que c'est ici, le jardin? Oui, le jardin. Ah, et voilà la salle de bain. Oui, c'est la salle de bain. Mais ça s'ouvre. Quand vous entrez dans la pièce, ça s'ouvre. Oui. Comment ça marche? Quand on rentre, l'infrarouge détecte le passage. Et ça doit être pour ouvrir. Au Japon, les toilettes sont de vrais petits ordinateurs. Ah oui, voilà, ça s'ouvre. Vous ne savez pas comment ça marche? Non, en fait, je ne sais pas très bien. C'est compliqué. Et pour fermer, c'est ici. Oui, voilà, ça marche. Ok, merci. Si petite soit-elle, une maison japonaise doit avoir son bout de jardin et un coin de ciel. La maison taupe de Monsieur Suzuki est petite, mais moderne et bien équipée. Les architectes japonais sont passés maîtres dans la gestion de l'espace car c'est une obsession depuis des décennies. La preuve, dans ce vieux quartier traditionnel au cœur de Tokyo. Ici aussi, rentabiliser chaque centimètre carré est la préoccupation des habitants. Dans ces maisons de briques et de broc, on vit les uns sur les autres. Il arrive que 3 générations cohabitent sous le même toit. C'est dans cette rue qu'a choisi de vivre Anouchka, une Française tombée amoureuse de ce quartier populaire. Les intérieurs japonais sont organisés d'une manière très particulière. Alors c'est chez vous ici, hein? C'était Avec un ancien aménagement scientifique de la place. Tout est compté. Tout est compté. Donc dès qu'il y a un recoin, on en fait un bureau. Ouais. L'espace se divise avec des cloisons qui s'ouvrent et qui se referment pour avoir une géométrie Les cloisons pas variable. très épaisses. Non, c'est du carton. Ouais. En gros, c'est du carton, le plafond là-haut pareil. Bah, vous pouvez toucher. C'est une maison qui a quel âge? 35 ans. Donc elle est relativement âgée, mais en France, une maison de 35 ans, ça ne serait pas dans cet état-là. Alors ça c'est typiquement japonais ça, hein? Tout marche comme ça, avec des cloisons qui coulissent. Et on aménage l'espace comme ça. La chambre devient salon, on ferme une cloison, ça fait une petite pièce. On va voir là-haut? Ouais. Ça c'est la chambre à coucher ici, hein? Voilà.
Alors, Ça, c'est le si futon. j'étais japonaise, je prendrais mon futon tous les matins, je le plierais et je le mettrais dans mon placard à futon. Parce que pour utiliser la place, ça pourrait être un bureau, un petit salon. Alors attention parce que Oh là 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 nous, là ça là. nous sert de placard à ranger les vêtements. Oui, et- on va pas faire l'inspection parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, en effet. Et j'ai l'impression qu'il y a une terrasse là, non? Oui, bah, ça donne directement Ah chez bon notre voisine qui aime Ah se oui. lever avec le soleil et parler avec son mari sur sa terrasse. Et vous voyez que c'est le vent passe en fait. Il y a une déperdition Oui, d'énergie énorme. On peut pas dire qu'il y a beaucoup d'intimité finalement. Dans ces maisons de verre, le confort est sommaire et le mode de chauffage pour le moins surprenant. Pierre, dites-moi comment on s'installe là autour de cette table là? Je comprends pas du tout. Ça chauffe. Et ça chauffe, Donc c'est il faut une mettre. couverture chauffante, c'est ça? Non, c'est à l'intérieur de la table que ça chauffe. La couverture est là pour maintenir la chaleur. Ah bon? Ouais, il y a un Il y a truc là quoi? en Où est-ce dessous. que ça chauffe? Ah d'accord, il y a des résistances sous la table. Voilà. Bon, si vous faites du pied, c'est pas exprès. Hein. Alors qui habite ici précisément? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vieux qui habitent Voilà. Il y a dans ce quartier. Hein. quasiment que ça. Les gens d'à côté ont 80 ans et 83 ans. Ils sont nés ici, ils vivent, tout le monde se connaît. C'est un village. Moi, ils m'apportent des gâteaux, des petites mandarines et des choses comme ça. Il y a quelques familles qui sont venues s'installer parce que le terrain est beaucoup moins cher. Et puis, il y a plein d'hôtels. Et il y a plein de gens qui n'ont pas un domicile fixe. Et puis, il y a plein d'artisans. Alors les voisins vous espionnent? Vous surveillent? C'est une société où chacun s'épie, chacun se dénonce. Moi, je viens d'être virée de mon club de sport parce que j'ai un petit tatouage et que c'est interdit. On vous a soupçonné d'appartenir à la mafia? Voilà, c'est ça. Que les Enfin, Yakuza utilisent des tatouages? voilà, normalement, il y a une tolérance envers Il les est où, votre étrangers. tatouage Il est là, ça ne se voit pas. Ah, d'accord, il est dans le Normalement, dos. on doit mettre un pansement. Je Mhm. l'avais pas mis ce jour-là. Et en effet, quelqu'un m'a dénoncé, a été voir le... Et donc vous avez été viré de votre club de sport? Oui, j'ai eu rendez-vous avec le manager, j'ai tout Et vous avez fait. dit c'est... Non. Non, Aïe. non, même si je le cache. Parce que le problème n'est pas qu'on le voit, le problème est que j'en ai un. Et vous vivez bien dans ce genre de société? Ben, quand je me fais virer de mon club de sport, non. Mais dans mon quartier, les gens ne nous épient pas. Justement, encore une fois, ils étaient désolés. Ils sont venus me voir, ah, c'est dommage et tout ça. Ce quartier est pauvre. Aujourd'hui encore, dans le Japon ultramoderne, certaines maisons sont privées du confort minimum. Ici, le manque d'espace oblige à vivre différemment. Comment fait-on pour préserver cette intimité? D'autant que souvent dans les maisons, il n'y a ni cuisine, ni salle de bain. Il y a des cuisines. Les salles de bain, certaines maisons n'en ont pas. La mienne n'en a pas, par exemple. Donc, je vais me laver au bain public avec mes voisines. Ah bon? Oui. On peut y aller? Oui, bah, allons-y. Voilà, il y a un monde fou. Bah oui, c'est un jour férié, je disais, donc tout le monde est là pour se détendre, faire le ménage en grand, venir avec ses petits-enfants. Ouais. C'est combien? 450 yens, c'est-à-dire 3 euros, 3,50 euros. Ouais, d'accord. C'est Pour avoir accès abordable. donc, au bain, Au bain, il y a des bains à... Hi, ichimae. Il n'y a pas d'abonnement? Au bain, si, mais aujourd'hui, justement, j'ai pas de ticket. Et vous lavez combien de fois par Normalement, semaine, je- sans indiscrétion? Tous les jours? Tous les jours. C'est un budget. Ah, ça finit par faire un budget à la C'est fin du un mois. budget. Oh, madame. Non, à l'intérieur, il y a des bains chauds, des bains Voilà, à bulles, des ça, bains... c'est Les hommes, non? pour moi, c'est interdit. Ouais. Et là, ce sont les Et les femmes. femmes. Bon, bah écoutez, bon bain alors. Bon courage. Merci. Bonsoir. À bientôt, Anushka. Dans cette recherche d'espace, les habitants de Tokyo font preuve de beaucoup d'imagination. Ils ont trouvé de nouveaux territoires à conquérir, les toits d'immeubles. Ce practice de golf offre une vue imprenable sur Tokyo. Le jour se lève à peine, ces golfeurs vont commencer leur journée de salariés dans une petite demi-heure. It's good? Not good. Not good? Yeah. Je Okay. suis sur les toits de Tokyo en train de pratiquer du golf. C'est ma première leçon. Et je suis avec monsieur Yasuto Yamaguchi, qui est d'une Yes. grande gentillesse et d'une grande patience. C'est un excellent professeur. C'est le meilleur professeur de golf du Japon. Boxing here. Ok, thank you. Il faut savoir qu'à Tokyo, on manque à ce point de place qu'on doit faire preuve d'imagination pour exploiter les toits. On y pratique du golf, mais d'autres activités encore. Regardez. Les potagers les plus hauts du monde sont à Tokyo.
Rendez-vous sur le toit d'un immeuble d'affaires. Ici, ingénieurs, informaticiens font du jardinage pour isoler l'immeuble et lutter contre la pollution de l'air et le réchauffement de la planète. Les Japonais n'ont pas attendu la vague écolo. C'est ici qu'est née l'idée des jardins suspendus. Une idée qui séduit toutes les grandes villes, dont Paris, récemment convertie. Voilà, alors ça, ce sont des patates douces. C'est une culture qui a été développée ici de manière tout à fait artisanale et improvisée. Et ceux qui sont autour de moi, eh bien, ce sont des employés de la plus grosse boîte de télécommunications du Japon, NTT. Et en ce jour de récolte, c'est le patron lui-même qui encourage cette drôle de révolution agraire. Bonjour à tous, je suis responsable du développement urbain chez NTT. Je m'appelle Wakazumi. Je sais que vous avez mis beaucoup de cœur et d'énergie pour cultiver ces plantes. Et elles sauront bien se montrer reconnaissantes et récompenser nos efforts. Bonne récolte. À Tokyo, les hivers sont frais, mais les étés très chauds et humides. Et la patate douce, avec son long feuillage, est un isolant idéal. Ça préserve la température l'été, ça permet d'éviter de mettre trop de climatisation, que de mettre du végétal sur le toit des immeubles. Vous pouvez comparer la température du toit, là, sur le sol où il n'y a pas de feuillage, et celle du sol sous les feuilles. Vous pourrez sentir une grande différence. Les plantes sont un très bon isolant, car sur le sol nu, il peut faire jusqu'à 55 degrés. Et sous les feuilles, environ 30 degrés. Cela fait donc 25 degrés de différence. C'est beaucoup. Ah, c'est génial. Il y avait une quarantaine d'années que je n'avais pas ramassé des patates, moi. Voilà. C'est le trophée du samouraï. Le samouraï de la patate douce. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Les potagers sont devenus obligatoires sur les toits des grands immeubles de Tokyo. Les amateurs de golf vont devoir prendre des cours accélérés de botanique. Mais l'optimisation de l'espace a éveillé d'autres vocations ici. Le dernier coup de génie, c'est d'exploiter l'air, autrement dit le vide. Je vais vous présenter maintenant un homme, il s'appelle Masao Matsumura, il a une trentaine d'années, c'est un homme d'affaires, il a commencé dans la banque. Il a trouvé une idée assez géniale pour révolutionner la gestion des espaces aujourd'hui à Tokyo. Cette idée, c'est de louer l'air au-dessus des parkings et quelques centimètres carrés de sol pour planter des piliers. Le tout pour édifier des bureaux éphémères. Mais pas question de banal préfabriqué, il s'agit de bâtiments design sur pilotis. On m'a dit que vous ne louez pas le parking, vous louez seulement une petite surface là, celle qui supporte les piliers. Oui, nous utilisons l'espace, l'air. Mais pour installer le bâtiment, nous avons besoin de le poser là, sur le pilier. Donc nous louons aussi cette petite surface de sol. Donc vous louez l'air et pas le sol. C'est ça. On ne loue pas le sol car c'est trop cher. On loue juste l'air. C'est votre concept. Et la location des 9 piliers sur le parking, c'est combien par mois? Je pourrais pas dire. C'est confidentiel. Mais dites-nous, ça représente des milliers de yens? Non, non, non. Plus? Désolé. C'est un secret? Oui, c'est un secret. Il suffit de 2 semaines pour édifier un tel bâtiment. Les entreprises s'installent pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et s'il le faut, en 4 semaines, tout est démonté. Et là aussi, le toit est cultivé. C'est incroyable ici. C'est donc ça votre nouveau projet? Oui. Un nouveau jardin sur le toit de cet immeuble. Et toutes ces parcelles sont-elles louées à des particuliers ou à des entreprises? Pour le moment, c'est principalement loué à des particuliers. Ils viennent ici pour jardiner et ils peuvent manger ce qu'ils récoltent. C'est pour un usage personnel, pas pour une production industrielle.
Et combien coûte la location d'un de ces jardins, pour l'année par exemple? On les loue au mois, c'est environ 20 000 yens, à peu près 180 €. Ce n'est pas trop cher, enfin c'est raisonnable. Et dites-moi, combien y a-t-il de parkings en surface à Tokyo? 30 000 parkings. 30 000? Oui, 30 000 parkings à Tokyo. Pour Masao Matsumura, le marché à conquérir est énorme. Son concept des bureaux éphémères a sans doute de beaux jours devant lui. Malgré tous ses efforts pour optimiser l'espace, la capitale du Japon reste la ville la plus chère au monde. Dans le quartier d'affaires de Ginza, au cœur de Tokyo, le prix du mètre carré peut dépasser 90 000 €. C'est l'univers des cols blancs. Pour mieux comprendre Tokyo, si différente de nos villes européennes, nous avons rendez-vous avec un Français. Il vit ici depuis plus de 35 ans. Richard Colas, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'une grande marque de luxe française ici au Japon, installée au Japon depuis 38 ans. C'est un pays que vous connaissez par cœur. C'est une ville que vous connaissez par cœur. Alors on m'a dit, tu verras, Tokyo, c'est la ville de l'infiniment petit. En même temps, là, c'est le gigantisme plutôt qui prime. On se croirait dans une grande ville américaine, non? En fait, vous êtes dans une immense agglomération, mais derrière ces grands immeubles, vous avez effectivement des petits quartiers qui existent toujours. C'est le côté sympathique de Tokyo, de cette ville qui est en reconstruction et en destruction permanente. C'est la cité de l'éphémère. Un immeuble est considéré comme vieux au bout de 25 à 30 ans. Donc y compris les immeubles comme ceux que l'on voit autour de nous, non? Alors, je pense que ces grandes tours, il leur faudra un peu plus de temps avant de les casser. Il y a un petit quartier, un tout petit quartier de Tokyo qui a été construit au carré sur le modèle de New York et puis après les Japonais ont repris le dessus et la ville est totalement chaotique. Et, par exemple, il faut savoir que dans une ruelle, les numéros étaient donnés en fonction de la date à laquelle les maisons étaient construites. Donc vous pouvez très bien voir à côté du numéro 2, le numéro 25 et le numéro 4 se retrouvent de l'autre côté de la rue. C'est totalement chaotique, c'est à l'image en fait de ce Japon qui, contrairement à ce qu'on pense, est beaucoup plus chaotique qu'il veut donner l'impression qu'il est. Alors faites-nous aimer Tokyo, parce que vous me dites c'est la ville de l'éphémère, la ville du gigantisme et de l'infiniment petit. Alors quel est le charme de cette ville? Je crois que c'est précisément ce qui en fait le charme, c'est le fait que c'est terriblement humain comme ville. C'est aussi désordonné que l'être humain, mais c'est également chaleureux. Et ce qui fait, je crois, l'importance d'une ville, c'est moins comment elle est construite que ses habitants. Et je suppose, si vous avez déjà un petit peu eu la possibilité de vous promener dans Tokyo, vous vous êtes rendu compte à quel point la foule ici n'est absolument pas agressive, les gens sont souriants, gentils, et c'est ce qui fait le charme de cet endroit. En effet, aucune trace de tension dans la rue malgré la foule. Pour un Français qui débarque, Tokyo, c'est la planète Mars, un curieux mélange d'énergie et de sérénité. C'est dans la rue que l'on rencontre ses amis, car chez soi c'est trop petit. Du coup, les lieux publics sont comme un prolongement du domicile. Vous allez découvrir maintenant un endroit incroyable. Là encore, il faut d'abord enlever ses chaussures. À Tokyo, la ville la plus peuplée du monde, les lieux publics sont comme un prolongement du domicile. Vous allez découvrir un endroit incroyable. Là encore, il faut d'abord enlever ses chaussures. Hello. Voilà, je suis à Tokyo depuis quelques jours et puis je sais pas, je ressentais un manque de chats. Et donc j'ai éprouvé le besoin de venir dans cet endroit dont on avait beaucoup parlé. Il y a en effet des boutiques à Tokyo où on peut venir caresser des chats. En fait, on paye à peu près 7-8 € pour y passer 1 heure. Et il y a autour de moi des dizaines de chats et on choisit son pelage, on choisit sa couleur et on caresse son chat. Voilà.
À Tokyo, les logements sont si petits qu'il n'est pas possible d'avoir chez soi, ne serait-ce qu'un chat. Même la nuit, quelle que soit l'heure, le carrefour le plus célèbre du monde grouille de piétons pressés qui ne se bousculent jamais. Voilà, nous sommes au cœur de Shibuya. C'est le quartier des jeunes branchés. Nous sommes samedi soir, ils vont faire la fête. Ils sont des milliers à traverser ce carrefour. C'est un ballet extrêmement rythmé et très discipliné, car même s'ils sont jeunes et qu'ils ont des tenues parfois originales, eh bien, ils sont obéissants. À Tokyo, la vie, c'est dans la rue. Du coup, la plupart des magasins, des restaurants sont ouverts 24 heures sur 24. Alors qu'en France, nous sommes attachés à nos intérieurs, à nos maisons, les jeunes Japonais passent l'essentiel de leur soirée à l'extérieur, dans la rue. Pour jouer, se distraire, passer du temps avec leurs amis, ils ont leur lieu fétiche. Les garçons jouent en réseau, les séances de jeux vidéo sont très bon marché, quelques euros pour de longues heures. Les filles s'inventent de nouveaux looks dans ces boutiques de photomatons où l'on peut recréer son image et son monde virtuel. Et puis, il y a les fameux cafés manga ouverts 24 heures sur 24. Pour moins de 15 euros la nuit, on peut se créer un chez-soi, lire des livres ou des BD, réfugié dans une petite cellule. On peut aussi manger, surfer sur le net, dormir ou flirter. Au Japon, même les ébats amoureux se pratiquent ailleurs qu'à la maison. Faute d'intimité dans les appartements, il a fallu inventer des lieux réservés. Ce sont les célèbres love hotels. Mais ils ne sont accessibles qu'à deux. J'ai donc demandé à Anouchka de m'accompagner. C'est là ? Bon, alors on fait quoi? On passe à la réception? Bon, on va d'abord aller choisir notre chambre. Ah, on choisit sa chambre ici. Choisit sa chambre avec... Parce qu'il y a différents types de chambres. Voilà, il y a différents styles. Là, il y a des chambres anglaises, marocaines, balinaises, avec piscine, sans avec piscine. grotte, avec des bains. Et c'est les prix en dessous, là? Oui, mais ça dépend combien de temps on va rester. Il faut aussi choisir ça. Est-ce qu'on va rester 2-3 heures ou est-ce qu'on va rester toute la nuit? Mais qui vient ici? Ce sont des couples illégitimes? Certains couples illégitimes, mais aussi des couples très légitimes qui n'ont pas d'intimité chez eux. Qui ont des enfants, qui vivent avec leur belle-mère dans des trop petits appartements et donc qui viennent dans ce style d'hôtel. Ah oui, d'accord. On vient avec sa femme. On peut venir avec sa femme. Ou on peut venir avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer, avec qui on n'a pas envie de faire 2 heures de train pour rejoindre sa banlieue. Mais la plupart du temps, ce sont des couples légitimes alors? Oui. Et là, c'est la boutique de l'hôtel? Oui. C'est assez spécial. On peut louer, ce sont des costumes qu'ils louent? Voilà, on peut le louer pour tant qu'on passe à l'hôtel ou alors l'acheter pour ramener à la maison. D'accord. Et alors, il y a le prix de la location et le prix de l'achat. Oui, là d'ailleurs, celui-là est déjà loué, apparemment. Ah bon? Ah oui, d'accord. Pas mal. Ce n'est pas un phénomène marginal. Les love hotels sont une véritable institution au Japon. 1,5 million de couples les fréquentent chaque jour. C'est une industrie florissante qui génère 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Un habitant de Tokyo dispose en moyenne de 17 mètres carrés d'intérieur. En France, dans les grandes villes, nous en avons le double. Mais cet espace diminue au fil des années et des crises immobilières. Nous avons donc beaucoup à apprendre de Tokyo, une ville qui a su, à partir de ce manque d'espace, développer un véritable art de vivre. Direction Dubaï, dans le golfe Persique. C'est la ville surgie du désert. Ici, pas de problème d'espace comme à Tokyo. Sur une terre vierge, Dubaï a fait le pari de conquérir de nouveaux territoires. Alors que les projets de très haute tour sont relancés en France, Dubaï a déjà expérimenté les architectures les plus audacieuses. Elle se présente volontiers comme un condensé de toutes les villes du monde. Bienvenue à Dubaï, la ville laboratoire par excellence, celle des projets les plus fous, celle de la démesure. Chacun de ces gratte-ciels semble vouloir défier l'autre par sa taille, par sa silhouette originale. Ce qui fascine le monde entier, c'est que cette ville a surgi de nulle part en moins de 30 ans.
Pour certains, à coup sûr, c'est la ville du futur, la ville modèle par excellence. Pour d'autres, c'est un simple château de cartes qui menace de s'effondrer avec la crise économique. Dubaï est passé du Moyen-Âge au monde du futur en moins de 30 ans. D'abord avec l'argent du pétrole et du gaz, investi dans la pierre et le bitume dès les années 70. L'émirat du Golfe a construit de magnifiques routes au milieu de nulle part, mais avec des feux rouges. Les tribus nomades ont parfois eu du mal à se convertir à la vie urbaine. Les Dubaïotes ont longtemps été les rois de la fameuse côte des pirates. Ils faisaient du commerce d'or et de perles avec leurs puissants voisins d'Iran et d'Inde. Aujourd'hui, Dubaï est la ville que la planète entière connaît. Une cité spectaculaire avec la plus haute tour du monde, la Burj Dubaï, qui vient d'être inaugurée. Une flèche vers le ciel, construite sur le sable. Plus de 20 000 personnes y ont travaillé jour et nuit. Cette tour, elle fait exactement 787 mètres de hauteur. 787, moi j'ai lu 812, j'ai lu 818. Non, 787. On dit que c'est un secret d'ailleurs. Ce qui est habitable, c'est 785 mètres. D'accord. 780. Donc l'antenne, on ne le sait pas. Alors ça a été quoi votre boulot? Parce que j'imagine qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont travaillé là-dessus. Qu'est-ce que vous revendiquez vous, personnellement? Je suis un spécialiste en séisme, en dynamique. Donc j'ai veillé pour cette tour à ce qu'en cas de séisme, elle résiste. C'est-à-dire que le sol, il bouge comme ça, et tout ce qui est sur le sol, il va suivre au début le mouvement, puis le sol il s'arrête et l'autre, il va faire des vibrations. D'accord. Mais vous voulez dire qu'on l'a juste posé sur le sable alors? On a fait des pieux à une profondeur de 65 mètres, de diamètre 2 mètres. 2 mètres de diamètre, 65 mètres de profondeur à l'intérieur de la Terre. À l'intérieur de la Terre. Pour ancrer cette tour. Pour ancrer cette tour. Ça suffit ça? Oui, il y a parce combien de que pieux? le nombre de pieux, il dépasse les 3600 pieux. Quand tu vois à Burj Dubaï d'ici, tu ne peux pas rester au balcon là-bas, parce que la pression du vent là-bas, elle peut te... Là-haut, là? Oui, bien sûr, définitivement. Là-haut, on peut s'envoler? Oui, tu peux s'envoler. Avec ses 162 étages, la toute nouvelle Burj Dubaï n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est aussi un symbole de puissance. Un signal au monde entier lancé par un peuple de Bédouins qui a décidé de forcer le destin. Dubaï compte aujourd'hui plus de 600 tours, là où la Défense n'en compte qu'une quarantaine. Cette ville fait rêver les architectes du monde entier. Nous avons rendez-vous avec Francis Gambert. Il a vu naître la nouvelle Dubaï, conquérante et fière. Il a construit plusieurs de ses tours. Quand est-ce que vous êtes arrivé ici à Dubaï la première fois? La première fois que je suis arrivé ici, c'était en 72, parce que j'avais des gros chantiers en Arabie Saoudite et l'endroit qui était de distraction, qui sortait un peu de l'Arabie Saoudite, c'était Dubaï. Donc tout le monde, de toute manière, lorsqu'on était en Arabie Saoudite, qui était très fermé et très compliqué, on venait à Dubaï. Il n'y avait pas d'immeuble, il n'y avait pas de tour. Non, il n'y avait pas de tour, non. Les premières tours, d'ailleurs, c'est nous qui les avons construites, c'était en Arabie Saoudite, c'était à Jeddah. Et on appelait des tours, à cette époque-là, quand on faisait 20 étages, on appelait ça une tour. Donc ça n'a rien à voir avec les tours. La Défense n'existait pas, donc 20 étages, c'était une tour. Et alors, quand est-ce qu'a commencé le développement immobilier? Le développement du pétrole a amené des sources de capitaux très importants, une population très importante qu'il fallait loger. Il y a eu aussi des dirigeants de premier plan. Et là, je veux parler du Cheikh Zayed. C'est lui qui a créé les Émirats d'Arabes Unis. Ouais. C'est lui vraiment le grand créateur. Tout ce qui a été tourisme, hôtel, événements, compétition de golf, tout ce qui a été... Tout ça, il a poussé énormément pour développer. Malgré la crise, la ville est encore un chantier permanent. Le sable du désert disparaît sous les tours. Nulle part ailleurs on ne construit aussi vite. Dubaï reste la ville de la démesure. Le plus grand hôtel du monde, l'hôtel Atlantis, a été construit en moins de 2 ans. Le Burj El Arab, cet hôtel en forme de voile, est plus haut que la tour Eiffel. C'est sur le chantier d'un futur hôtel que nous rencontrons un ingénieur français, Séverin Quezeux. Originaire de Strasbourg, il passe désormais sa vie sur les chantiers de Dubaï. Car c'est un spécialiste des grues.
Hello. Hi, nice to meet you. Okay, let's go. Ça c'est le drapeau. Des Émirats. Drapeau des Émirats. C'est combien d'étages cet immeuble là? Il y aura 42 étages. 42 étages. Et quoi, on met combien de temps pour faire un étage? À peu près tous les mois, il y a un étage. Tous les mois, il y a un étage. Dans 2 ans, c'est terminé, c'est prêt. Formidable. Séverin Quezeux est arrivé à Dubaï il y a 2 ans. En mission pour quelques jours, il a finalement choisi de rester. Car cet informaticien est fasciné depuis toujours par les grues. Et l'Émirat est bel et bien leur royaume. Quelle est votre première expérience de Dubaï? J'ai fait une visite de Dubaï pendant 2-3 heures avec un client et pendant 2-3 heures, j'ai vu plus de grues que j'en ai vu en 15 ans. C'était complètement effroyable. C'était un chantier, la ville était un chantier dans la nature. C'était en quelle année? 2007. Fin 2006, début 2007. Et il y avait combien de grues à l'époque? À l'époque, on était déjà aux alentours de 15-20 000 grues déjà. Contre 6 000 aujourd'hui en activité en France, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, sur Dubaï, nous avons à peu près 30 000 grues actuellement dans les Émirats. 30 000 actuellement. On peut monter là-haut? Vous m'expliquez un peu mieux ce qui se passe? Oui, bien sûr, bien sûr. On y va. Avec plaisir. Séverin a inventé un logiciel anti-collision pour les grues, une invention peu commercialisée en Europe, mais qui trouve ici sa véritable utilité, car elle sauve des vies. Voilà. Ouais, d'accord. C'est magnifique ici. C'est tout le mérite du logiciel que vous avez mis au point, c'est justement de contrôler les mouvements des grues, oui. Les harmoniser, les coordonner pour éviter les collisions. Exactement. Nous contrôlons, on harmonise tous les mouvements en 3 dimensions dans l'espace, ouais, afin d'éviter tout risque de rapprochement en deçà de 2 mètres de distance de sécurité, voilà, que ce soit en hauteur ou de façon horizontale, voilà, dans l'espace. Et vous avez le souvenir d'une collision entre 2 grues qui ait fait des morts ici? Oui, bien sûr. Alors là, on est en train de tourner, là. Hein. Pas de risque de collision? Ben là, le système sécurise tout. La sécurité sur les chantiers est une préoccupation récente à Dubaï. Les salaires et les conditions de travail ont été longtemps laissés à l'appréciation du promoteur. On a même parlé d'esclavage. Sensible à son image, l'Émirat a renforcé son code du travail. Mais on construit toujours ici en des temps records. Ce qui change ici, c'est le rythme de la construction. C'est très accéléré. Ouais. Très accéléré, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que sur un chantier comme celui-ci, il y a 3 fois plus d'ouvriers qu'en Europe, non, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Nous avons à peu près 3-4 heures plus d'ouvriers. Et surtout, on y travaille en 3-8 permanence, de façon permanente. En 3-8? En 3-8. On travaille la nuit ici? La nuit, bien sûr. 24 heures sur 24, sans interruption. Ils sont recrutés où? Là-bas, en Inde? Oui. Il y a des recruteurs qui vont là-bas et qui... Lorsqu'ils viennent, ils ont des visas d'entrée en règle. Et... Il n'y a pas de travailleurs clandestins? Ah non, dans les Émirats, c'est quelque chose de totalement d'impossible ici, puisque tout le monde a un visa de travail. C'est à l'aéroport, il faut avoir une autorisation de travail. Oui, totalement. D'accord. Les immigrés représentent 90% des ouvriers sur les chantiers. Ils viennent d'Asie pour la plupart. Hello. Where are you from? Where are you from? Where are you coming from? Where do you come India? from? India. 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 How long have you been here in Dubai? Dubai. When did you arrive? 30 years. How much? Only 2,500. 2,500. Ah. I am not happy. Ça fait 500. I am definitely not happy. You're not happy with this wage? Not happy. Too much experience, I am not happy. Very much experience you have. 30 years. I am not happy. 30 years here. Yes, You're not happy. And all those guys? Hello? Hi. Indians? Pakistanis? Bangladesh. Bangladesh. Ah, Bengali. Ah, ok. Le boom immobilier de Dubaï doit beaucoup à ces travailleurs immigrés. Même si quelques milliers d'entre eux sont rentrés chez eux en raison de la crise, ils forment encore près des 3/4 de la population de l'Émirat. Séverin, lui, n'est pas prêt de repartir. Il lui reste à sécuriser plus de 90% des grues de Dubaï. Pour le convaincre de rester, l'Émirat lui a offert un bout de paradis,
Il vit sur la mer, dans une île artificielle qui porte bien son nom, de Palm. Encore un projet fou, devenu réalité. C'est la première des palmes hein, en partant de la côte. Hein. Oui, c'est la toute première, la A. Donc une des plus courtes? La plus courte, elle fait environ 1 km de long. Et alors vous avez acheté une de ces maisons? Oui, elle m'a été plus précisément offerte par mes partenaires qui m'ont invité gracieusement dans ce pays afin d'utiliser ma technologie Navigator pour sécuriser les grues de ce Mais donc vous êtes propriétaire, locataire? Comment ça se passe? Ah oui, d'accord. Mais vous profitez vraiment de... Enfin, la mer, c'est un canal, en fait. Hein. Vous en profitez vraiment? Vous vivez sur l'eau un peu? Ah oui, ici, on s'y baigne fréquemment. On va visiter des amis en kayak, notamment comme les kayaks, tout à fait. On vit pas mal sur l'eau aussi. C'est assez intéressant. Et ça, c'est votre maison, hein, c'est ça? Oui, c'est chez moi, oui. Ah, j'aperçois votre petite famille, là, sur le balcon. Bienvenue. Bonjour. Bonjour les filles, bonjour Cathy, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. Comment vous définiriez cette ville de Dubaï? C'est une ville qui, en fait, je pense que c'est comme un peu dans un rêve. Ils ont pris c'est des gens qui ont effectivement donc eu beaucoup d'argent par le pétrole notamment. Et ils ont voyagé, ils se sont entourés de personnes importantes pour en fait prendre le meilleur de chaque continent. Tout ce qui existe dans le monde se trouve à Dubaï. Oui, il y a les shopping centers. Là, à mon avis, le pauvre, il doit la sentir passer. Hein. La note à la fin du mois, non? C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Toutes les activités qu'on trouve partout dans le monde se trouvent ici. On peut aller skier si on a envie. Donc vous vous sentez capable de vivre ici pendant des années, voire une partie de votre vie? Pourquoi pas? Le ski en plein désert, c'est possible, à Dubaï, sous un dôme géant, au milieu d'un centre commercial très chic. La station a été construite par des Français. C'est un gigantesque congélateur dans une fournaise. Tout cela grâce à des murs isolants de 5 mètres d'épaisseur. Il peut faire plus de 50 degrés dehors l'été, alors que sous le dôme, la température reste stable, à moins de degrés centigrades. Ouais. J'étais au bord de la piscine tout à l'heure pour déjeuner, au soleil bien entendu, puis je me suis dit, et si on se faisait une petite piste de ski? On m'a indiqué cet endroit, c'est un endroit unique au monde, car c'est la seule station de ski couverte. Alors je ne connais pas l'endroit, je me suis renseigné sur les distances. Il faut savoir que ça fait 80 mètres de large, la piste elle-même fait 400 mètres de long, et en hauteur ça fait 80 mètres, il y a même un télésiège, j'y vais, histoire de regarder la neige. À Dubaï, on peut vraiment skier toute l'année. Ils sont 800 000 à venir profiter de cette neige artificielle, quelle que soit la saison. Et ils sont originaires du monde entier. You're from Russia? Yeah, what about Moscow? you? I'm from Paris. Paris. Nice to meet you. Nice to meet you. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bernard. Hello. Is it your first experience? No, it's my third experience. Do you live here? Yes? Voilà. Et comme on skie à Dubaï avec 3 jolis Russes. C'est mieux que 4 semaines en fait. Nous retrouvons Lucas Marchand, le directeur technique de la station. Il est originaire de Chambéry. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien. Bon alors, c'est vous le maître des lieux? Exactement, ouais. La neige est pas mauvaise, hein? La neige est bonne, mais on essaye de faire la meilleure neige possible, finalement. Et ça marche ici, les gens viennent? Les gens viennent regarder, il y a beaucoup de skieurs, beaucoup de gens qui viennent découvrir la neige, pas seulement des skieurs, découvrir l'ambiance montagne. Du fin fond du désert ou... Alors il y en a qui viennent du désert, il y en a qui viennent d'Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, très régional, la plupart de nos clients sont régionaux, et aussi d'Inde. Vraiment découvrir la neige, découvrir la montagne. Et pour certains d'entre eux, c'est la première rencontre avec la neige, très même si c'est artificiel. Le froid aussi, la première rencontre avec des températures en dessous de zéro.
This is the first time? You know the snow? No. Je rêve, mais il neige. Exactement, il neige à Dubaï. Vous avez fait ça comment? C'est nouveau ça, non? C'est tout nouveau, donc on produit de la neige d'une manière assez particulière dans une chambre qu'on souffle pour essayer de recréer vraiment l'effet flocon de neige. Ah, c'est la soufflerie, ce ne sont pas des canons à neige, c'est une soufflerie qui... C'est un système un peu particulier qu'on a dessiné nous-mêmes. Et en fait, ça illustre bien le fait qu'on essaye de créer l'expérience montagne, de créer l'ambiance. Je suis à la montagne pour 2 heures ou quoi que ce soit. C'est génial ces enfants là. Hello. Hi. Oui, il y a le centre commercial qui est juste derrière. C'est l'interface qui est vraiment... C'est étonnant parce que de l'autre côté, il fait populaire. Voilà. C'est climatisé, donc il doit faire 20-25. Voilà, et c'est ce qui a fait le succès du centre commercial et de Ski Dubai. C'est ce développement commun et cette symbiose qu'il y a entre les deux éléments qui fait qu'il y a toujours des gens qui regardent à l'intérieur. Donc c'est bon pour nous, parce que ça attire les gens à l'intérieur. Et aussi on attire les gens pour le mall, parce que les gens veulent voir qu'est-ce que c'est que cette attraction exceptionnelle. Dubaï a besoin des étrangers pour se développer. L'Émirat ne se contente plus d'être un simple centre d'affaires international, il veut également être une grande destination du tourisme mondial. Là aussi, Dubaï a voulu accumuler les records. Les plus beaux yachts, les hôtels les plus luxueux, des golfs sur des lacs artificiels en plein désert et des terrains de polo. Je retrouve un ami libanais, Michel Ntser, qui vit et travaille à Dubaï la moitié de l'année. Dis-moi, c'est une équipe internationale là? Il y a qui en face? D'abord, je joue contre toi là, je constate. J'ai l'impression, oui. Et il y a qui dans l'équipe? Il y a des Argentins? Il y a plein d'Argentins. Roberto est un Argentin. Tu as Mathias qui est un Argentin. Il y a un Indien là-bas, je ne connais pas son nom. Il y a Rodrigo qui est péruvien. Ah oui. Et Ricky qui est américain. Ouais, c'est à l'image de Dubaï, quoi. Ouais. Très international. Voilà, c'est l'heure de vérité. Qu'est-ce qui te retient à Dubaï? Écoute, c'est surtout les affaires. Pour être honnête, c'est les affaires. C'est un lieu, c'est le hub de toute la région. C'est l'endroit où toutes les rencontres professionnelles ont lieu. C'est la capitale du monde arabe. On ne peut pas travailler avec Koweït, Bahreïn, Qatar, l'Arabie Saoudite, même l'Afrique du Nord si on n'est pas basé à Dubaï. C'est le lieu de rencontre des professionnels. Il faut reconnaître que c'est un désert. Il faut reconnaître que géopolitiquement, la région n'est pas saine. Avec l'Iran d'un côté, Irak, Palestine, Israël. Tu as tout. Donc tous ces paramètres ne sont pas évidents pour faciliter ce développement qui a eu lieu. Et pourtant, c'est un grand exploit. Il faut les féliciter. Dubaï, la ville laboratoire, n'a pas totalement oublié ses racines. Pour le vérifier, il faut se plonger dans le vieux Dubaï, son port ouvert sur l'Orient, ses boutres, ses marins aventuriers et commerçants. Hello. Hello, how are you? Where are you from? India? Pakistan? Pakistan. And this boat is? From Pakistan? Oh, yeah? No, Iran. Iran. C'est cette vieille tradition du commerce avec l'étranger qui permet à Dubaï, aujourd'hui, malgré la crise, de rester une plaque tournante entre Orient et Occident. Ce bras de mer coupe Dubaï en deux. Devant moi, la vieille ville, avec ses souks, notamment le souk de l'or, mythique. Et puis, juste derrière, à ma gauche, eh bien, il y a le Dubaï moderne. Mais les deux Dubaï sont tout aussi cosmopolites, car il faut savoir que sur ces quais, eh bien, il y a des Indiens, des Pakistanais, des Arabes venus de tous les pays du Golfe, qui font du commerce, qui trafiquent un peu comme autrefois d'ailleurs. Et ces boutres, à la nuit tombée, vont prendre sans doute la direction de l'Irak ou de l'Iran, avec dans leur soute, eh bien, ce qui était autrefois des perles,
de l'or et même parfois des esclaves est remplacé aujourd'hui par des écrans plats et des micro-ordinateurs. How are you? Where are you coming from? From India. India. Voilà, lui c'est un Indien. Where are you coming from? China. China. And you? India. India. Dubaï est la ville la plus cosmopolite au monde. 90% de la population est étrangère. 140 nationalités sont représentées. La religion de l'émirat est l'islam sunnite. Mais Dubaï a conservé une tradition de liberté religieuse. Beaucoup de pays auraient été déstabilisés par des changements aussi spectaculaires en 30 ans. Que pensent les descendants de ces bédouins qui ont gardé le même mode de vie pendant des siècles? Après la prière, nous avons été invités à un dîner traditionnel. مرحبا مرحبا تفضل تفضل كيف حالك؟ كيف اخبارك؟ كيف عليك حالك؟ الله يخليك Just a minute. Hi. Hi. Une minute. Il faut mettre ça. تفضل تفضل كيف حالك؟ كيف اخبارك؟ كيف عليك حالك؟ الله يخليك Just a minute. Hi. Hi. Une minute. Il faut mettre ça. Ah, il faut que je mette ça? Non, non, c'est bon, vous pouvez garder votre veste. Non, je peux l'enlever, merci. Welcome. Voilà, je vous en prie. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est de la chèvre. Nous plaçons sa tête devant l'invité. Il doit en prendre soin. Vous devez en prendre soin car il y a la cervelle. Vous savez comment l'ouvrir? Vous savez enlever la cervelle? Parce que c'est très important d'enlever la cervelle. C'est l'invité qui est supposé faire ça. Ah, ok. Bon, ok, la prochaine fois, peut-être que j'y arriverai. Voilà, une prochaine fois. Je sais comment faire maintenant. Vous êtes né ici? Oui, nous sommes tous nés ici. Et qu'est-ce que vous faites? Quel est votre travail? Je suis banquier. Vous êtes banquier? Et vous? Homme d'affaires. Moi, je suis retraité de l'armée. Retraité de l'armée. Alors aujourd'hui, Dubaï n'est plus comme avant, il y a des gratte-ciel, beaucoup d'étrangers. Oui, mais nous avons besoin d'eux autant qu'ils ont besoin de nous. La majorité des étrangers ici travaillent. Mais pour les inciter à venir ici, pour profiter de leurs connaissances, pour que nous avancions, il faut leur donner des avantages. Si vous vivez dans le désert et que vous voulez faire venir les étrangers, oui, vous, peut-être que vous aimez le désert, mais eux, non. Donc pour les attirer, il faut leur offrir une vie agréable. Et alors, ils viendront ici. Même si la crise a frappé Dubaï, cette ville veut continuer d'être un laboratoire du futur. Avant de quitter l'Émirat, nous sommes retournés voir Francis Gambert. Pour l'architecte français, Dubaï n'a pas fini d'étonner le monde avec ses projets pharaoniques. Hello, good morning. Ah, Francis. Comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous voir et de pénétrer dans votre antre. Mon antre. Tous ces projets au mur, là, c'est fabuleux. Et là, vous travaillez sur quoi, alors? Ben là, je travaille sur une tour à Dubaï. Et cette tour, elle va être placée où? Elle va pousser où? Elle est sur un lac artificiel qui a été fait au bord de la mer, et avec des tours qui sont tout autour. Et c'est un quartier nouveau qui est en train de pousser. Encore un? Encore un, oui.
Et ça, par exemple, c'est à Dubaï? Ça a été construit, ça? Alors, ça n'a pas été construit. C'était désiré par des Russes, pour le faire par des Russes. C'était à Dubaï. À Dubaï. Mais malheureusement, le gouvernement d'ici, l'émir de Dubaï, ont trouvé que ça ressemblait trop à une église. C'était extraordinaire, où sont ça. Parce que, par exemple, vous rentriez ici, donc avec une chaleur très importante ici, et vous aviez une grande patinoire qui était de ce côté-là. Donc vous aviez la glace d'un côté, et ici, jungle, vous aviez la jungle de l'autre côté, avec des animaux, des singes. Donc moi, j'aime les projets qui sont complètement originaux, qui sortent un peu de l'ordinaire, des tours classiques. Et ici, ça, c'est possible? Très possible. Et alors, et celle-là? Alors celle-là, c'est une tour que j'aime beaucoup. C'est une tour qui a 60 étages. Ah oui. C'est une tour que j'aime beaucoup, et ce sont des jardins suspendus sur 60 étages. Donc il y a une fente qui est comme ça, avec des jardins suspendus qui sont à chaque étage. Et ça, c'est en projet ou en cours de construction? Elle a démarré et elle a été un peu arrêtée. Ah, donc il y a des choses qui sont arrêtées, étant donné la situation actuelle. Ouais. Et vous avez bon espoir que ça se poursuive ou pas? Ça va reprendre, ça va reprendre. Croyez-vous? J'y crois complètement. Mais dans les 2-3 mois ou dans 2-3 ans? Non, pas 2-3 mois, il faut attendre un petit peu, C'est un paradis pour architecte ici, en fait. C'est un paradis pour la création. Et Dubaï s'est lancé dans un autre projet fou, redessiner la planète en pleine mer. À 4 km des côtes, voici la nouvelle carte du monde. Une île par pays, regroupée par continent. Le tout sur près d'1 millier d'hectares, un travail de titan. Il a fallu draguer le fond de la mer et faire remonter des millions de tonnes de sable. Ces îles valent entre 10 et 35 millions d'euros. Brad Pitt, Angelina Jolie, David Beckham ont, paraît-il, manifesté leur intérêt. Ont-ils acheté? C'est un secret bien gardé. À ce jour, en tout cas, la seule île construite est celle de l'émir. Bienvenue en France. Alors, il y a 300 îles comme celle-ci dans le projet The World. Alors, ça a été fabriqué comment? Eh bien, on a creusé, on a dragué le fond de la mer, on a remonté le sable. Il a fallu évidemment consolider de temps en temps avec de la roche et du béton. Alors, je me suis renseigné. La moyenne de la taille des îles ici, c'est 4 hectares. C'est précisément la dimension de l'île France. Ce qui fait que nous sommes considérés donc comme une moyenne puissance. Alors, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a été racheté par un Anglais. Je vous quitte parce que, évidemment, on a à droite l'Allemagne, à gauche l'Angleterre, et je vais traverser la Manche, j'en ai pour 2 minutes. The World a failli couler Dubaï. L'émirat a dû en effet demander un moratoire sur sa dette colossale. Mais Dubaï ne renonce pas et rêve toujours de devenir un résumé du meilleur de toutes les villes en une seule. Une ville miroir dont l'ambition et la culture cosmopolite peut donner des idées aux urbanistes du monde entier. Direction Sao Paulo, au Brésil. Après Tokyo, où chaque centimètre carré compte, et Dubaï, dont l'architecture est un défi permanent à la nature, Sao Paulo est notre 3e laboratoire du futur. Une mégalopole de 22 millions d'habitants, la ville la plus riche du Brésil, avec des gratte-ciels, symboles de ce développement économique. Mais il y a aussi d'immenses favelas, où s'entassent les plus démunis. Sao Paulo, c'est l'histoire du choc entre les riches et les pauvres. C'est aujourd'hui une des villes les plus dangereuses du monde. Comment éviter les violences lorsqu'il y a autant d'écart de richesse? Sao Paulo expérimente des solutions. En 2006, la ville s'embrase. Des émeutes font 170 morts, dont une quarantaine de policiers. Les prisons sont à feu et à sang. Un gang tente l'épreuve de force contre les autorités. Un épisode qui a marqué les esprits. La criminalité fait ici la fortune des ateliers de blindage. À Sao Paulo, pour vivre en sécurité, il ne suffit pas d'ériger de hauts murs autour de sa maison. Il faut aussi blinder sa voiture. C'est extrêmement important. C'est à ce moment-là, dans les transports, que l'on est le plus vulnérable. Nous sommes dans l'atelier le plus impressionnant du pays, car c'est ici que l'on blinde le maximum de voitures. 700 véhicules chaque année sortent de ces ateliers.
On blinde ici à Sao Paulo la voiture de monsieur, une limousine, un 4x4, mais aussi la voiture de madame, celle qui est utilisée pour faire des courses ou aller à l'école. Nous sommes dans une filiale de Geos, première entreprise européenne de sécurité. Jean-Marc Ferraud est un ancien de l'anti-gang. Ça, ce sont des voitures qui sont en cours de blindage. C'est ça. Cette voiture est complètement blindée, là. La voiture est finie. Les vitres, les portes, et quand elle est blindée, la voiture, elle pèse quoi? 2 fois plus, 3 fois plus? Elle peut prendre 1000 kilos de plus. Alors je vous présente Fausto Camille, qui s'occupe des opérations... Ah, pas la princesse? Oui, bien sûr, pas le français. Et c'est lui qui met en place nos opérations sur le Brésil. Alors, dites-moi à vos clients, ce sont des chefs d'entreprise, des pères de famille, des gens qui sont riches. Est-ce qu'il y a des membres des gangs qui font blinder leur voiture? Parce qu'on sait qu'ici, les assassinats à Sao Paulo, c'est souvent entre membres des gangs. Hein. Bien entendu, ce sont d'ailleurs les premiers qui cherchent à se protéger, puisque c'est ceux qui se considèrent les plus en danger. Donc, ce sont de bons clients? Ils n'arrivent pas dans les sociétés de blindage avec l'image que c'est un narcotrafiquant. Ouais. Mais nous savons qu'ils blindent leur voiture. Vous avez un véhicule blindé, vous? Non, moi personnellement, non. Ah bon? Non. Moi, à cause de la mobilité, je me balade en moto à São Paulo. Ah bon? Pour facile de m'enfuir dans la circulation. Comme dans toutes les villes qui grossissent vite, la préoccupation majeure des habitants de Sao Paulo, toutes classes sociales confondues, ce sont les embouteillages. Ils peuvent atteindre parfois une longueur de 250 km. À Sao Paulo, la circulation avec l'insécurité, eh bien, c'est le sujet numéro 1. Il faut savoir que pour 22 millions d'habitants, il y a d'ores et déjà 6 millions de véhicules. Le parc auto à Sao Paulo grossit de 800 véhicules par jour. À cette heure-ci, on peut mettre jusqu'à 3-4 heures à traverser la ville. Les experts estiment que si rien n'est fait, eh bien, d'ici 4-5 ans, cette ville sera complètement asphyxiée. Sao Paulo est devenue du coup la première ville au monde pour le trafic d'hélicoptères. Avec plus de 400 rotations par jour, c'est le record du monde, plus qu'à New York et 10 fois plus qu'à Paris. Vous allez découvrir le plus grand centre de maintenance d'hélicoptères de toute l'Amérique latine. Nous sommes en périphérie de Sao Paulo, sur une colline, juste en face d'une favela. Aujourd'hui, 130 mécaniciens, techniciens de piste, ingénieurs de très haut niveau entretiennent tout type d'hélicoptères. Le patron ici, c'est un ancien médecin, João Veloso. Il a compris avant tout le monde que l'hélicoptère était la solution pour cette ville qui risque la paralysie. Je pense qu'on aura peut-être enfin quelques minutes de silence. Dites-moi, comment avez-vous trouvé un tel emplacement? C'était une pâture pour les vaches. Et lorsque mon père est mort, nous avons arrêté l'élevage. Mais nous avons gardé la terre. Car nous savions qu'un jour, on pourrait faire un gros coup. C'est finalement arrivé il y a 10 ans, quand ils ont construit le grand périphérique tout autour de Sao Paulo. Je pense que d'ici maximum 2 ans, nous allons dépasser toutes nos capacités de développement dans ce centre ici. Donc il va falloir en construire un autre. Le trafic d'hélicoptères continue d'augmenter ici? Oh oui. L'année dernière, nous avions quelque chose comme 120 nouveaux hélicoptères immatriculés au Brésil et 80% d'entre eux sont venus à Sao Paulo. À Sao Paulo, les chefs d'entreprise pilotent volontiers eux-mêmes leur propre appareil. Parmi eux, Amilcar D'Alevo, l'une des plus grosses fortunes de Sao Paulo. Bon dia. Bon dia. Placer de conocerla. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment ça va? Voilà. Bon dia, bonjour. Bon dia. Chaque matin, Amilcar se rend à son bureau en hélicoptère avec sa femme, qui est une vedette de la télévision. Et le propriétaire de la télévision, c'est lui. Il est aux commandes de son hélicoptère personnel et reste attentif aux instructions de la tour de contrôle. À cette heure-ci, en effet, il y a plus de 150 hélicoptères dans le ciel de Sao Paulo. Premier arrêt sur l'héliport de la télévision Rede TV. Daniela doit préparer son émission en direct. Le vol a duré 5 minutes. Amilcar reprend les airs. Il a rendez-vous dans le centre de Sao Paulo. En voiture, il lui faudrait près de 2 heures pour rejoindre son bureau. Aujourd'hui, tous les grands immeubles sont construits avec une plateforme d'atterrissage. Et dans ce quartier d'affaires,
elles sont plus nombreuses que les arrêts de bus. Merci beaucoup pour ce vol. Ici, il y a beaucoup d'hélipads comme celui-ci? Oui, ils sont très nombreux comme vous pouvez le voir. Ici, il y en a un et un autre, encore un autre et encore un autre. Sur ces 2-3 pâtés de maison, nous avons entre 20 et 30 hélipads parce qu'il y a un trafic très intense d'hélicoptères. Et il n'y a pas de risque d'accident? Non, c'est vrai que le Brésil est l'un des premiers pays du monde par le nombre d'hélicoptères. Mais nous avons créé une tour de contrôle qui s'occupe exclusivement de tous les hélicoptères. Actuellement, tous les nouveaux immeubles de bureaux et de commerce sont bâtis avec des hélipads sur le toit. Amilcar est passionné de nouvelles technologies. Issu d'une famille pauvre, il a commencé à travailler à 14 ans, mais aujourd'hui, il est fier de sa réussite. J'ai commencé avec une entreprise d'informatique, du software. Puis il y a 10 ans, on a acheté l'une des 5 chaînes de télévision du Brésil. C'est la plus moderne, elle s'appelle Rede TV. On peut visiter Rede TV alors? Oui, allons-y. Pour Amilcar, Sao Paulo est l'Eldorado brésilien. Il a créé ici la première télévision dont 100% des programmes sont en haute définition. Ici, c'est la régie de diffusion. Tous les spots publicitaires, toutes les émissions passent par ici. C'est un logiciel qui gère tout de manière automatique. Personne ne met de cassette, c'est complètement automatisé. Rede TV, ultra moderne, et la petite chaîne qui monte. Quelques instants plus tard, dans le studio principal, nous retrouvons Daniela, sa femme, pendant une coupure publicitaire. Bonjour. L'antenne, c'est dans quelques secondes, et là, surprise. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Je vais passer en direct sur une chaîne de télévision nationale brésilienne, ADTV. It's nationwide. Nationwide. Un pays de 200 millions d'habitants quand même. Quelle surprise! Nous étions en train de présenter notre sommaire pour aujourd'hui et Bernard de la télévision française est arrivé dans notre émission. Soyez le bienvenu. Il a pris la place du présentateur. Ma place. On a le même âge, non? On a le même âge et je pourrais prendre ta place. Alors moi, je vais en France et on échange nos chaussures. Je fais une émission sur les grandes villes dans le monde, les mégalopoles. J'ai été à Tokyo, à Dubaï, à Sao Paulo, et je dois dire que j'aime beaucoup Sao Paulo. Ciao, ciao. Maintenant, au Brésil, tout le monde connaît Bernard. Mais à côté de ce Sao Paulo branché et high-tech, un autre monde existe, celui des favelas. Ici, les quartiers pauvres sont imbriqués dans la ville, au pied des tours et des appartements luxueux. Plusieurs millions de personnes vivent dans les favelas, la plupart en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 2 € par jour. Et c'est là que nous retrouvons une star, Rai. Souvenez-vous, Rai, c'était le capitaine du PSG, 2 fois champion de France dans les années 90. Rai a été également vainqueur de la Coupe du Monde de football avec le Brésil en 1994. De retour dans son pays, il a créé une association pour les enfants des quartiers pauvres. Je vais te passer un stylo. Ici, dans la favela Villa Albertina, les enfants le connaissent davantage pour son engagement social que pour ses exploits sportifs. Le champion a vu grandir cette favela au fil des années. Car Sao Paulo agit comme un aimant. Elle attire plus d'1 million de migrants chaque année de tout le pays. Et surprise, la favela devient au fil du temps une ville dans la ville. Oui, je comprends mieux pourquoi tu voulais absolument qu'on vienne ici, parce qu'on a un peu tout ici. Hein. On a les murs en parpaing, la favela qui s'étend, l'eau qui est une pollution incroyable. Oui, parce que nous sommes à Sao Paulo. C'est la ville la plus riche du Brésil. Il faut montrer l'absurdité de cette situation. On doit parler et montrer tout ça.
Parce que si on veut qu'une ville comme Sao Paulo ait un statut important pour le Brésil, on ne peut pas laisser toute cette misère et garder l'esprit tranquille. Parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait, en France, c'est pas des maisons en bois avec de la tôle ondulée et du plastique. C'est vraiment des murs en parpaing. Au départ, la favela est en bois. Petit à petit, ça s'urbanise. La favela, par définition, c'est une possession illégale de terrain. Mais petit à petit, les choses sont régularisées. La vie des habitants s'améliore, le quartier s'améliore. La situation économique progresse et ils transforment leur maison. C'est pour éviter aux enfants la loi de la rue, la tentation de la drogue, des gangs, que Rai a créé la fondation Goldeletra. Ici, évidemment, on joue au foot, mais pas seulement. Lecture, informatique, dessin, Goldeletra comble le déficit de l'école publique qui ne peut recevoir les enfants que par demi-journée. La fondation offre un lieu de vie et d'éducation à ses enfants, élevés pour la plupart par une mère isolée. Nous avons rendez-vous avec Elaine. Elle est mère de 5 enfants et vit dans quelques mètres carrés au cœur de la favela. Elaine travaille la nuit comme surveillante dans un orphelinat. Elle élève seule ses enfants. Voilà. Bonjour, ça va? Je vous présente Felipe, Jade, Paulino et Rodrigo. Et ça, c'est la pièce principale? Oui, j'ai 2 pièces. Il y a la chambre, ici la cuisine, et puis la salle de bain. Le réfrigérateur? Oui, c'est ça, le réfrigérateur. L'électricité? Oui. Et il y a de l'eau courante aussi? Oui, oui. Vous avez de l'eau chaude? Oui. Mais vous ne pouvez pas la boire. Non, nous avons un filtre. Qui va à la fondation Goldeletra? Tous les 3. Ça a été difficile de les y envoyer? Oui. Ça a été très difficile. Philippe a été le premier, mais il est resté pendant 1 an sur une liste d'attente. Juste après, il y a eu de la place pour Jade. Et Paulino, il y est rentré seulement parce qu'il me donnait beaucoup de mal. Il fuyait l'école, il traînait dans la rue. Tu t'enfuyais de l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fuyais? Bon, les enfants, on y va? On va à Goldeletra? Vous êtes né dans ce quartier? Non, je suis née dans un quartier voisin et je suis venue ici quand j'avais 9-10 ans. Et quand je suis arrivée ici, c'était une immense favela. Et les maisons étaient comment à l'époque? À ce moment-là, toutes les maisons étaient en bois. Ça s'est amélioré. Maintenant, il y a des boutiques et même un marché. Et il y a beaucoup de femmes seules comme vous dans ce quartier? Oui, je crois que oui. Et ça doit être compliqué d'élever les enfants sans le père. Oui, c'est très compliqué. C'est toi qui l'as fait? Ouais, c'est pas mal, non? Je savais que tu avais des talents avec les pieds, mais tu as des talents aussi dans les mains? Ah ouais, c'est superbe, hein? On peut montrer à la caméra? Alors, c'est qui ces enfants? Qui sont ces enfants autour de nous, là? Ce sont d'abord des enfants de la région. Nous avons des critères socio-économiques. Nous essayons de privilégier ceux qui en ont le plus besoin. Ici, ils ont un accompagnement et un espace où ils peuvent s'exprimer. Nous les aidons à avoir plus confiance en eux-mêmes. Ici, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus de possibilités dans le monde que ce qu'ils imaginent. Oh, bravo, bravo. On voit bien Sao Paulo d'ici, hein, en fait.
Oui, c'est une colline avec une très belle vue, qui montre comme ça doit être difficile de gérer une ville comme Sao Paulo, si gigantesque. C'est important quand un quartier comme celui-ci s'en sort. Au Brésil, c'est très triste que le trafic de drogue implique aussi des enfants et des jeunes. Dans d'autres pays, le trafic est plutôt l'affaire des adultes. Mais au Brésil, les enfants commencent très très tôt. C'est important un travail comme le nôtre pour les nouvelles générations. Grâce à des initiatives comme celle de Rai, depuis 6-7 ans, la violence a reculé à Sao Paulo. Pourtant, l'exigence de sécurité reste toujours aussi forte. Et aujourd'hui, après les riches, elle touche aussi les classes moyennes. Certains quartiers sont conçus comme des forteresses. Nous sommes à une vingtaine de minutes à peine du centre-ville bruyant et agité de Sao Paulo et nous entrons dans un autre univers. Ici, les pelouses, les arbres sont taillés. C'est un univers ouaté, silencieux, presque trop lisse. Nous sommes à Alphaville. C'est une ville dans la ville, un quartier imaginé par un Japonais, un quartier hyper sécurisé dans lequel viennent vivre à la fois des riches, mais aussi des classes moyennes qui aspirent à cet univers sécurisé. Vous allez le voir, c'est impressionnant. Ça ne marche pas du tout. J'ai un signal interdit qui vient s'imprimer sur mon empreinte digitale et je vais devoir malheureusement faire demi-tour et aller voir un peu ce qui se passe. Si je ne suis pas résident ici, je ne peux pas rentrer. Si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne pouvez pas rentrer. Vous avez les empreintes digitales de tous les habitants ici? La plupart, oui. Ici, on a des caméras, des gardes et de hauts murs avec du fil barbelé tout autour. Et donc, partout ici, il y a des caméras? Oui. Et également à l'intérieur? Oui. Ah bah voilà, c'est lui mon ami. Ici l'accueil, je suis avec monsieur... Bernardo de la Villardière. Monsieur Bernard. On peut le faire passer? Merci. Bon, je peux rentrer, ça y est? Oui, vous pouvez. Au revoir. Alphaville, c'est 200 000 habitants qui vivent derrière de hauts murs, surveillés par des gardes armés. Des familles qui ont quitté Sao Paulo pour élever leurs enfants dans un cadre agréable et sûr. Des familles comme celle de Leyette Azevedo, directeur d'une agence bancaire à Sao Paulo. Leyette, merci de m'avoir permis de passer. C'est compliqué d'accéder ici, hein. Et une fois qu'on a passé la barrière, après on est en toute sécurité ici. Vous vous sentez en sécurité ici? Oui, c'est très sûr. Ici, on a l'avantage d'avoir une très bonne sécurité. Et votre maison, elle est sécurisée? Il y a des caméras partout? Il y a des systèmes d'alarme? Non? Non, notre maison n'a aucun système de sécurité. La sécurité est à l'extérieur de notre maison. Hier, par exemple, on a laissé la porte ouverte toute la nuit. Il n'y a jamais eu de vol ici? Il n'y a jamais eu d'agression? Non, je n'ai jamais vu aucun voleur, aucune violence dans notre lotissement. Et votre famille, elle se sent bien ici? Ah oui, je pense qu'ils sont bien, qu'ils sont très contents ici. On va les rejoindre, non? On va prendre un petit café? Je vous en prie, soyez le bienvenu. Tudo bem? Asseyez-vous, Bernard. Ok, tudo bem? Olá. Então, Bernard. Alors voilà, je vous présente ma famille. Vous êtes contente d'être ici? Non. Non, ici à Alphaville? Non. Parce qu'après être allée à l'université à Sao Paulo, j'ai commencé à travailler à Sao Paulo. Toute ma vie est là-bas maintenant. Mes copains, mon petit ami, je sors à Sao Paulo, je travaille là-bas. Ici, c'est loin de tout. Et vous? Oui, c'est pareil. Pareil, pour sortir, il n'y a rien ici. Moi aussi, j'ai commencé à aller à l'université à Sao Paulo. Mes amis sont là-bas. Mais je pense que plus tard, elles comprendront. Mais je comprends déjà, papa. Je ne juge pas. Si je travaillais comme toi dans un quartier plus proche d'ici, pas à Sao Paulo, j'aimerais bien rester ici. Bernard, en fait, ces conflits entre les jeunes de leur âge et les parents, ici, c'est traditionnel. Oui, c'est assez classique ici. De nombreuses familles qui ont un peu les moyens achètent un petit appartement, un pied-à-terre à Sao Paulo.
Et vous avez ce projet, vous aussi? Oui, j'ai déjà pensé à ça, mais si je le fais, je vais perdre mes filles. Et même ma femme, elle déménagera avec elle. Imaginez que dans quelques années, ici, il y aura des favelas tout autour, et il y aura un vrai problème de sécurité que ne suffira pas à régler les barrières tout autour. Non, la tendance ici, c'est que le nombre de favelas diminue. Elles ne vont pas grandir. Et en plus, Alphaville a une structure qui rend impossible à pousser des favelas autour. Aujourd'hui, ces zones résidentielles sévèrement gardées offrent un maximum de services, ce qui fait qu'on peut vivre, travailler, se distraire à Alphaville sans jamais en sortir. Et donc, qui est le professeur de samba ici? Elle est là. C'est vous? C'est vous le professeur? Et vous vivez à Alphaville? Non, je viens ici juste pour donner des cours de samba. Ah bon, vous venez de Sao Paulo? Oui, de Sao Paulo. Sao Paulo, c'est la course tout le temps. Et vous aimeriez vivre ici? Oui, pour me reposer, ce serait bien. Mais l'agitation de Sao Paulo me manquerait. La samba, les fêtes, les embouteillages. Et la violence. Bon, ben, je vais prendre mon premier cours de samba. J'espère que je vais être à la hauteur. On commence avec le pouce. 1. 2, on va devant. 3, on appuie derrière. Et 4, on revient devant. Je n'y arrive pas. Je crois que je vais devoir m'installer à Alphaville. Et c'est l'école de samba d'Alphaville ici? Oui, on est tous de ce quartier, oui. Donc c'est une école de samba très tranquille. Il faudrait mettre un peu d'agitation. Sao Paulo semble avoir réglé ses problèmes de violence par ce concept du vivre entre soi, derrière des murs. Les quartiers type Alphaville se multiplient autour de la ville tentaculaire. Mais la violence, celle de la rue, continue de faire la une des journaux. Et elle s'exprime parfois les jours de match. À Sao Paulo comme à Paris ou Marseille, certains clubs de supporters peuvent s'affronter violemment. Des violences régulières avec invasion du terrain qui devient un véritable champ de bataille. Même les policiers sont pris à partie. Des affrontements qui font des dizaines de blessés et parfois des morts. Stade Morumbi de Sao Paulo, 70 000 places. Dernier jour du championnat. Les supporters du Sao Paulo Football Club sont déchaînés. Voilà, il y a une question centrale ici, c'est évidemment la sécurité de ce match puisque c'est le dernier match du championnat. Hello, bon dia. Bonjour. Bien? Oui, tout va bien. C'est vous le chef de la police ici? Oui, je commande le 2e bataillon de choc de la police de Sao Paulo. Le choc assure le maintien de l'ordre les jours de match. C'est un véhicule blindé. Et vous vous en servez? Oui, on s'en sert, C'était quand la dernière fois? C'est quand les supporters deviennent trop agressifs. Quand ils commencent à jeter des objets sur les supporters des équipes adverses, sur les stadiers ou même sur leur propre équipe. À ce moment-là, on utilise ces blindés pour intercepter les groupes violents. Des hooligans. Ils sont très contrôlés, très surveillés. La police les recense dans un fichier auprès de la Fédération de football, avec leurs empreintes. Vous avez les empreintes digitales? Oui, leurs empreintes. Et les jours de match, nous suivons ces groupes sur leur parcours jusqu'au stade, avec des voitures, mais aussi des motos. Et on les encadre jusque dans le stade, où ils ont des places bien précises. Ce jour-là, en raison de l'enjeu, les cars transportant les joueurs arrivent sous bonne escorte. L'équipe de Recife qui vient d'arriver accueillie comme il se doit. Ça, c'est l'équipe de Sao Paulo qui arrive. Elle est entraînée par Ricardo.
L'ambiance est bon enfant, mais tous les spectateurs sont fouillés. Comme autour de certains stades en France, la mission première du chef de la police est d'éviter que les supporters adverses ne se croisent. Et il vaut mieux choisir son camp. Ici, les chapeaux, c'est 5 réals. 2 chapeaux, c'est 2 euros. Bom, obrigado. Ok. Isso, graças. Duas capas assim, chapéu assim. Je t'en mets. Là, nous faisons le chemin de tous les supporters, le club des indépendants et les dragons. Ça commence plus bas dans la rue que je vous ai montré. Ils arrivent là et ils rentrent de manière bien ordonnée. Ces supporters, le colonel Almire les connaît bien, personnellement parfois. Bernard, voici le responsable du plus grand groupe de supporters de Sao Paulo, les Dragons. Ils vont utiliser les places destinées aux supporters de l'équipe adverse de Recife qui ne sont pas venus. Mais ils laissent les drapeaux et les banderoles de Recife, par amitié. Allez, bonne chance, bon match. Et restez bien tranquille, hein. Et de fait, ce jour-là, malgré l'enjeu, il n'y aura pas de violence. Le Brésil, qui va accueillir la Coupe du Monde en 2014, semble sur la bonne voie. Mine de rien, là, je suis en train de réaliser un rêve d'enfant parce que je vais aller au centre de la pelouse. C'est un des temples du football. C'est ici notamment que va avoir lieu la Coupe du Monde en 2014, les matchs principaux de cette Coupe du Monde. L'ambiance est bon enfant. Elle confirme l'impression qu'on a eue à l'extérieur. C'est-à-dire que les Brésiliens, ici et notamment à Sao Paulo, se réunissent dans les stades. Et c'est le seul endroit finalement où ils oublient leurs origines sociales, leur fortune, leur infortune. Et ils communient autour d'une même passion, le football. Ah tiens, voilà la mascotte. La mascotte du club Sao Paulo Football Club. Voilà. À Sao Paulo, certains économisent jusqu'à 1 mois de salaire contre une place à 50 € pour voir un beau match. Sao Paulo reste le poumon économique du Brésil, la ville où l'on travaille. C'est d'ailleurs cette culture du travail qui a permis de faire baisser les chiffres de la violence. Mais l'autre atout de Sao Paulo, ce sont ses plages, à moins de 2 heures de route. L'idéal pour décompresser le week-end. Bonjour, c'est un bon endroit pour surfer ici? Oui, c'est un bon endroit pour se détendre, s'amuser et oublier le stress de Sao Paulo et les embouteillages. Tout ça, quoi. Les gens de Sao Paulo viennent ici tous les week-ends. Pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, la population des villes dépasse celle des campagnes. Et il n'y a pas de raison que cette tendance s'inverse, bien au contraire. Pourquoi? Eh bien parce que dans les pays en développement, la ville reste une promesse de vie meilleure. Et puis l'être humain est ainsi fait que même en vacances, il a besoin d'être avec les autres. Dès lors, il faut faire confiance au génie humain pour explorer des solutions nouvelles. C'est ce que font des villes comme Dubaï, Sao Paulo, Tokyo, que nous avons exploré ce soir avec vous. Elles annoncent chacune à leur manière la grande mégalopole de demain. Voilà, c'est la fin de ce long voyage. Réalisation de cette émission Pascal Plisson, rédaction en chef Hélène Rizacher, à l'image Simon Vattel et Jean-Pierre Guirez, ingénieur du son Pierre Elberg et Philippe Casanova, montage Brigitte Delahaye. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée sur M6.